aborder dans cette deuxième table ronde la question plus spécifique du financement qui doit être envisagé en même temps que l'anticipation des travaux, les plans pluriannuels, l'anticipation. Voilà, on va pas revenir sur toutes ces questions d'information, de dynamique de groupe finalement entre des acteurs qui sont très divers et de nécessité d'orchestrer tout ça avec un ou plusieurs chefs d'orchestre. Alors, donc nous accueillons toujours en grand témoin Renaudon, donc qui nous apportera son éclairage. N'hésitez pas à faire des remarques quand vous le souhaitez. Philippe Lombard, donc bis pour le cabinet Cartellier. Vous allez nous parler un peu de comment vous travaillez avec les copropriétaires et quels arguments vous utilisez, arguments financiers notamment. Pierre Privetige, donc vous êtes premier vice-président en charge de l'habitat au Grand Dijon. Vous viendrez donc nous parler des démarches d'accompagnement qui ont été donc mises en œuvre au niveau du Grand Dijon et du lien que vous entretenez avec les actions de l'ANA dans l'impulsion d'accompagnement donc des copropriétés locales à l'échelle locale. François Amadei, vous êtes fondateur d'une plateforme de comparaison d'offres liées au certificat d'économie d'énergie. Vous nous parlerez de votre activité et de peut-être de retour d'expérience que vous avez aussi. J'ai vu que votre site est extrêmement fourni, très intéressant. Dominique Sevray, président de Planète sur élévation, qui est une association en cours d'autonomisation, si j'ai bien compris, issue d'un groupe de travail de Planète Copropriété. Vous nous parlerez aussi de la valorisation de patrimoine et de mètres carrés construits, valorisation de mètres carrés construits ou à construire. Et puis Françoise Rey-Faber, merci beaucoup Françoise Rey-Faber. Vous remplacez Julien Berthier qui était donc initialement invité pour parler d'un projet de société d'économie mixte, donc position de tiers investisseur dans le projet donc que vous nous présenterez donc dans cette problématique de rénovation énergétique. Monsieur Chollet, pardonnez-moi, je vous ai oublié. Donc Ce matin, il y avait une remarque sur les aides de l'ANA en nombre insuffisant, c'est pour ça que vous m'avez oublié. Excusez-moi. Donc, vous nous parlerez justement des aides que propose l'ANA. Donc, l'idée, c'est de voir de partir du concret. Voilà, donc même démarche. Je vous propose un tour de table assez rapide. Et puis ensuite, on parlera de façon transversale, donc en partant du concret toujours, des aides existantes et puis de démarches un peu plus innovantes en termes d'ingénierie financière. Alors, Monsieur Lombard, vous m'avez montré quand on a préparé cette journée, vous m'avez montré un tableau comparatif que vous utilisez. Alors, vous m'avez dit que les chiffres avaient changé. Alors, vous allez nous donner les. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce tableau? Oui, bien sûr. J'avais deux possibilités, arrivé en Assemblée Générale ou en réunion préparatoire, peu importe, d'apporter deux chiffres. Le premier chiffre, c'est combien pour un ravalement de façade, 870 000. Combien pour un ravalement avec isolation, 4,5 millions. Si j'avais amené ces deux chiffres, je connaissais déjà le résultat, ce n'était même pas la peine d'aller faire une Assemblée Générale. Donc, pour arriver à mener ce projet à bien, il a fallu faire un peu d'ingénierie financière et puis d'aller chercher des subventions, voir quelles subventions on pouvait toucher. On va vite passer dessus, certificat d'économie d'énergie, crédit d'impôt, et puis c'est tout, puisque l'ANA m'a répondu non, la COPRO, ce n'est pas une priorité. Le Grand Chalon m'a répondu non, il n'y a rien. Enfin, toutes les portes auxquelles j'ai frappé se sont refermées. Donc, on a fait avec ce qu'on avait, crédit d'impôt et certificat d'économie d'énergie. Là-dessus, j'ai bâti donc quelque chose. Je voulais impérativement donner à chacun des copropriétaires le coût exact des travaux qui pourraient être initiés. Mais non seulement le coût exact, mais surtout le coût de revient. Et ce qui m'intéressait au final, c'était d'avoir l'effort financier mensuel entre un ravalement de façade simple et un ravalement de façade avec isolation.
Je pars du principe qu'aujourd'hui, il est, pour un syndic, totalement criminel de faire abstraction d'un ravalement avec isolation. J'ai encore quelques années à travailler, mais sûrement moins longtemps que la durée de vie du ravalement. Je me dois de quelque chose d'autre. Donc, voilà, le principe, c'était comment arriver à monter un effort financier mensuel entre un ravalement de façade simple et un ravalement avec isolation. D'où le tableau. Ce tableau prend en compte les coûts soustraits des subventions, soustrait également des économies d'énergie réalisées par l'isolation, puisqu'on dépensera obligatoirement moins d'énergie. Le tout avec quelques péréquations bizarres sur une augmentation du coût de l'énergie, parce que j'ai cru comprendre que c'était dans les tuyaux que l'énergie allait augmenter. Enfin, le coût de l'énergie allait augmenter. Donc on a essayé de faire un petit peu quelque chose, un mix de tout ça, pour arriver à combien par jour, la différence, quel est l'effort mensuel à faire pour chacun des copropriétaires pour passer d'un ravalement simple à un ravalement avec isolation. Et si on arrive à une moyenne, j'arrive à quelque chose qui est, et c'est ce que je vais présenter en Assemblée Générale, on n'est pas le permis à 1 € par jour, on est l'isolation à 2 € par jour. 2 € et des poussières, je n'ai pas le chiffre, mais si on fait une moyenne de tout ça, on arrive à 2,20 €, je crois, par jour. C'est-à-dire un tiers d'un paquet de cigarettes. Ce n'est pas neutre ce que je dis. C'est que je ne vois pas comment un fumeur pourra me dire j'ai pas les moyens. Voilà. Voilà, des arguments concrets. Merci, Monsieur Lombard. Jean-Christophe Chollet, sur les aides de l'ANA, justement, puisque vous avez été interpellé, je vous propose de développer. Alors, sur la matière qui a été donnée sur les aides de l'ANA, je vais pouvoir rebondir, mais pas sur le tabac. Donc, par rapport à l'ANA et la rénovation thermique. La rénovation thermique, c'est une des priorités de l'ANA. Ou plutôt, si on voulait être vraiment précis, la lutte contre la précarité énergétique. Donc là, ce qui va vous être présenté, c'est à la fois le volet rénovation thermique et en copropriété. Donc on peut passer, voilà, donc on a choisi de présenter ça, la rénovation en copropriété. En face, on a des copropriétaires. Si on vous le présente comme ça, c'est parce que bien souvent, tous dans la salle, vous avez été confrontés à la difficulté de faire rentrer dans le chausse-pied système de subvention ANA les projets de rénovation de copropriété que vous avez. Pourquoi ? Parce que la clé d'entrée, le guichet ANA, on verra, est double. Soit on traite directement avec le propriétaire, avec des règles bien définies, soit on traite avec la copropriété dans son ensemble. Tout d'abord, avec les copropriétaires. Donc, propriétaires, avant d'être copropriétaires, on a deux types de propriétaires. Les propriétaires occupants, donc pour ceux-ci, là c'est pour ça que ça a été indiqué sur la diapositive, que c'est le régime d'aide classique qui s'applique, avec, pour les propriétaires occupants, le programme Habiter mieux. Donc Habiter mieux, c'est un mot qu'on a entendu beaucoup de fois depuis ce matin. Juste donc c'est dans le cadre des investissements d'avenir, 500 millions d'euros, un des rares programmes de l'ANA sur lequel, je le dis, et à chaque commission c'est bien indiqué, on n'arrive pas à trouver suffisamment de dossiers en face des crédits qui sont disponibles. Donc ça, c'est un point qui est important. Ça veut dire qu'on n'est pas limité par les crédits alloués. Maintenant, avant que vous me le disiez, on peut potentiellement être limité par les conditions d'accès à ce dispositif. Quelles sont-elles ? Donc les conditions, c'est 25% de gains énergétiques. Alors d'aucuns, je sais qu'on a déjà eu des discussions vives, d'aucuns regrettent que ce ne soit pas une étiquette énergie qui soit recherchée, mais que ce soit un gain énergétique. Pourquoi ? Parce que là encore, le programme Habiter mieux, c'est un programme de lutte contre la précarité énergétique. La précarité, c'est pas pouvoir faire payer sa facture en fin de mois. D'où la notion de gain 25%. Et puis, conditions de ressources. Alors là, pour ne pas tourner autour du pot, une famille, un couple avec 2 enfants, conditions de ressources pour avoir le maximum de subventions Habiter mieux, c'est 24 000 € de revenus par an. Donc c'est en ce sens que le public éligible au programme Habiter mieux, on est vraiment sur l'aspect précarité énergétique.
Maintenant, la différence par rapport aux aides classiques. Là, on a des aides 20 à 35% en fonction des conditions de ressources. Et la prime Habiter mieux, elle est donc de 2100 octroyée donc par le programme phare, par l'ANA, plus, et c'est abondé par les collectivités. Je peux vous parler de la Côte d'Or. En Côte d'Or, que ce soit sur le territoire du Grand Dijon ou sur le territoire du Conseil général, dans les deux cas, les aides sont abondées. Donc ça signifie que dans bien des cas, on a, et j'ai vu que le Pacte était présent dans la salle, qui est l'opérateur qui sur la Côte d'Or intervient, on a, grâce à l'intervention en ingénierie de montage des dossiers de l'opérateur, des restes à charge qui peuvent être vraiment faibles pour le ménage et pour les ménages modestes dont on est en train de parler. Donc si je vous ai fait cette parenthèse sur Habiter mieux, c'est parce que même si ce n'est pas un outil qui est spécifiquement copropriété, c'est un outil qui est intéressant et qu'il faut diffuser auprès de vos copropriétaires, de telle sorte à ce qu'on n'ait pas une décision négative qui soit votée en méconnaissance de cette possibilité. En vis-à-vis, les aides pour les propriétaires bailleurs, donc là, c'est sur la base d'un coefficient d'une estimation de l'état du bien et on vise là pour le coup une étiquette énergie D après travaux. Donc là, on est dans un régime plus classique. Les subventions, elles varient en fonction du type de conventionnement, puisque le loyer est fixé derrière, de 25 à 35%, avec là encore un plafond de travaux. Ça, c'est ce que l'ANA peut donner en subvention aux propriétaires. Maintenant, aux copropriétés, c'est la diapo suivante. Vous pouvez cliquer. Donc, les outils spécifiques à destination des copropriétés en difficulté. Juste avant, j'ai fait un parallèle entre rénovation thermique à distinguer de lutte contre la précarité énergétique, parce que le public n'est pas tout à fait le même. En matière de copropriété, la politique de l'ANA, on retrouve un peu le même, à l'heure actuelle, la même césure. Dire que l'ANA ne met rien pour les copropriétés, c'est faire fi des 91 millions d'euros qui ont été dépensés par l'ANA en 2011, rien que sur les copropriétés. Donc 91 millions d'euros, c'est pas rien. Par contre, dire qu'en Bourgogne, on n'a aucune copropriété, j'ai dit en Bourgogne, pas en Côte d'Or, on n'a aucune copropriété qui soit qualifiée de dégradée au sens de l'ANA, ça c'est vrai. Et j'allais presque ajouter, et c'est presque tant mieux. Donc les outils actuels de l'ANA sont ciblés sur les copropriétés dégradées. Les outils, c'est ce qui est indiqué, c'est l'OPA copropriété dégradée, les plans de sauvegarde, où là, on a des interventions massives en faveur de ces copropriétés où les dysfonctionnements ne sont pas seulement d'ordre thermique. Mais comme la thermique et les autres dysfonctionnements sont quand même un enjeu prioritaire, comme l'a mentionné le rapport Braille fin 2011, on a d'ores et déjà des actions pour, le terme à retenir, c'est prévenir. L'idée, c'est d'intervenir plus en amont. Alors un rapport, c'est bien, suivi des faits, c'est mieux. Donc suivi des faits, c'est quoi? C'est avril 2012, les premières mises en action du rapport Braille, avec 2 actions à titre expérimental. Premièrement, au-delà des plans de sauvegarde ou des OPA copropriétés dont on a parlé juste avant, la possibilité de venir financer les collectivités qui voudraient se lancer dans des démarches de type observatoire pour justement connaître le parc et le cas échéant assurer une veille en amont. Deuxième point, c'est ce qui est indiqué, le programme opérationnel de prévention. C'est en fait des OPA, mais sur des situations qui sont pas encore suffisamment dégradées pour entrer dans le dispositif classique. Dans les 2 cas, ça s'appelle expérimental parce que c'est l'appel à projet jusqu'à fin 2013. Dans les 2 cas, le niveau de subvention ANA est de 50%, donc c'est calé sur le droit commun. Et donc c'est les premières sorties d'illustrations concrètes du rapport Braille qui vient alimenter les réflexions qui sont en cours. Je pense que ce matin, la directrice régionale en a largement parlé. Et enfin, tout pour finir, pour que vous sachiez vers qui vous tournez le cas échéant. Donc là, sur cette dernière dispositive, les 2 premières étaient volontairement bourguignonnes puisqu'on m'avait demandé d'intervenir plutôt à l'échelle bourguignonne. Sur la dernière, juste revenir un peu en Côte d'Or. Donc je mets l'ANA et vous en Côte d'Or parce que je n'aurais pas voulu, en tant que délégué local adjoint de l'ANA, Côte d'Orien, terminer sans préciser que rien en matière de logement ne peut se faire sans une adhésion et un volontarisme de la part des collectivités locales. Et dans notre département, les deux collectivités qui pouvaient prendre la délégation aide à la pierre l'ont fait. Donc, d'où les 2 logos. Vous avez à la fois le Grand Dijon et le Conseil général qui sont délégataires des aides à la pierre, ce qui permet de mener ces actions de terrain
et de mettre en place sur notre territoire le dispositif national de l'ANA. Très bien, merci. Rapidement, le calendrier de ces aides, programme Habiter Mieux. Alors, le calendrier des aides Habiter Mieux, donc en fait, Habiter Mieux, comme on a dit, c'est un partenariat. Donc il y a des contrats locaux d'engagement qui ont été signés de façon pluriannuelle. D'ores et déjà, on a une contractualisation jusqu'à 2014 et donc dans le cadre des investissements d'avenir, ça a une tranche jusqu'à 2017. D'accord. Merci, Monsieur Chollet. Pierre Priétich, bonjour. Vous allez nous présenter justement l'action portée par le Grand Dijon en articulation avec l'ANA. Je vous laisse la parole. Merci. Je voudrais déjà saluer les élus, saluer l'ensemble des acteurs de ce dossier important, conséquent, saluer aussi l'initiative de Bourgogne Bâtiment Durable et saluer aussi, à travers M. Château, directeur régional, l'ensemble de l'action menée par l'ADEME au niveau national et au niveau de la Bourgogne. Je vais essayer, en un temps naturellement contenu, quelques minutes, peut-être de repositionner à la fois la démarche que nous portons et aussi la manière dont nous avons abordé cette situation complexe qui a été évoquée, celle à savoir de la rénovation énergétique des copropriétés. Le premier volet, c'est première diapositive, cela concerne la problématique. Je me permets en fait de faire ce petit rappel parce que tout ceci, c'est une politique globale. Une politique à la fois globale, mais qui s'appuie sur une volonté de rassembler l'ensemble des partenaires, mais aussi d'intégrer le développement économique, l'amélioration du cadre de vie et l'habitat. Et on ne peut pas aborder ce problème de la rénovation énergétique des copropriétés sans rappeler ces fondements qui structurent la démarche. Des objectifs ont été revalorisés, renforcés à travers un deuxième PLH, programme local de l'habitat, qui a été adopté en 2009 à l'unanimité, avec surtout, ça a été rappelé par les interventions précédentes, la volonté des élus de l'agglomération du Grand Dijon, plus de 250 000 habitants sur le territoire de la Côte d'Or et de la Bourgogne, de vouloir ainsi gérer l'ensemble des aides à la pierre. Gérer l'ensemble des aides à la pierre en essayant d'être à la fois le chef de file, l'ensemblier, mais aussi d'avoir tous les moyens, de rassembler tous les moyens et les outils pour pouvoir mener à bien toutes les politiques, dont celle, j'y reviendrai, de la rénovation énergétique des copropriétés. Un élément essentiel dans cette politique globale, c'est la volonté aussi de s'intéresser à la rénovation du parc privé ancien, avec notamment un deuxième programme opérationnel dédié qui comporte, je vais l'évoquer, une démarche expérimentale, parce que je considère, avec le président sénateur maire François Rebsamen, que ceci est une action essentielle pour rénover l'ensemble du parc. Et dans ce grand débat qui va saisir notre pays sur le mix énergétique, cet élément est un élément aussi structurant, puisqu'il conditionne là aussi la nécessité d'avoir de l'énergie. Donc on ne peut pas faire cette impasse. J'ai dit, nous avons souhaité, dans le cadre de notre démarche globale, d'avoir une action expérimentale de rénovation thermique. Action expérimentale parce que j'ai toujours ce chiffre en tête, la rénovation au niveau national du parc public des HLM, pour le mettre à niveau, c'est 400 milliards d'euros. 400 milliards d'euros. Et donc, je ne voulais pas que l'agglomération, dans le cadre du partenariat avec les acteurs concernés, mette le doigt dans un engrenage, même si j'ai bien saisi que l'intervention, une des interventions précédentes qui disait que les collectivités devaient apporter des financements pour les copropriétés, et les collectivités, leurs ressources proviennent entre autres des impôts, et il faut mesurer ce que l'on fait. Et donc, à l'initiative du Grand Dijon, nous avons expérimenté, dans le cadre du PLH, une première démarche avec l'objectif d'avoir un travail partenarial sur une action opérationnelle. Et donc, nous avons recensé des copropriétés en essayant d'être impulsion pour voir comment et quels étaient en fait les éléments, et avec l'ADEME, l'ANA, le Grand Dijon, mais aussi l'ensemble des acteurs, et avec le concours du CDH-PAC, de visualiser dans une première étape, avec un audit énergétique,
les nécessités de pouvoir ainsi mesurer l'impact financier. Parce que discourir à longueur d'heures sur la nécessité d'aborder la rénovation énergétique des copropriétés sans mettre en regard des chiffres, ça me paraît à la fois inutile et vain, et qu'il faut savoir où on met les pieds et dans quel contexte aussi on pourra rénover ces copropriétés, sachant que le schéma de cohérence territoriale et le Parlement, la loi, nous imposent à terme de réduire les surfaces consommées et de limiter l'extension urbaine au nécessaire. Limiter l'extension urbaine, ce qui veut dire que pour les villes, pour les communes, pour les villages, il faut d'abord utiliser les surfaces urbanisées. Et donc, il faut là aussi s'interroger, c'est le but à mon avis aussi de cette première démarche, si la rénovation pourra se faire et si la rénovation n'induit pas des coûts financiers excessifs qui ruineraient, entre guillemets, éventuellement la déconstruction d'un bâtiment avec la reconstruction aux normes actuelles et avec naturellement un confort amélioré. Donc c'est toute une problématique qui est maintenant sur l'analyse des situations qu'il faut mener. C'est pour ça que nous avons souhaité mener à bien ces audits. Audit était à hauteur de 3 500 €. L'ADEME avait largement participé, 70%. Les crédits ANA et Grand Dijon à hauteur de 30%. Donc vous voyez, nous avions un partenariat financier efficace et nous avions envisagé avec l'opérateur, le CDH-PAC, d'avoir 2 scénarios de travaux. Un scénario numéro 1 pour essayer d'atteindre le niveau BBC Rénovation que vous connaissez et un scénario moins ambitieux, niveau intermédiaire, qui permettait justement d'arriver au niveau réglementaire de l'ANA. Le groupe de travail a fonctionné et je salue notamment la FLAIM qui s'est joint à l'ensemble des partenaires pour définir les modalités, sélectionner des copropriétés types pour mener à bien sur le territoire de notre agglomération, d'avoir ces études qui nous permettent un peu de visualiser les éléments. 3 acteurs techniques impliqués, experts, se sont associés, le bureau d'études thermiques du Paquet, le CDH-PAC, que j'ai déjà mentionné, et l'association BER que vous connaissez naturellement, pour essayer de sensibiliser les copropriétaires. Et les audits ont été à la fois révélateurs de la situation, mais aussi nous avons pu mesurer le niveau et la nécessité, en fait, de mettre en place des procédures. Premièrement, constat qui est devenu une évidence, c'est que la qualité énergétique était médiocre. Médiocre notamment des ensembles qui avaient été sélectionnés. D'où la nécessité d'agir, notamment avec des cycles vertueux, de repenser l'approvisionnement énergétique et donc de diminuer la dépense. Potentialité économique comprise entre 30 et 70% suivant les scénarios. Les principaux travaux proposés étaient à hauteur de 7 000 € par logement, essentiellement pour atteindre un niveau HPE rénovation, avec 3 actions majeures: isolation par l'extérieur, isolation du plancher bas sur cave ou vide sanitaire, installation naturellement d'une ventilation hydroréglable qui permettait là aussi d'améliorer le confort. Le niveau BBC explosait naturellement les coûts par logement, puisque nous passions de 7 000 € à 15 300 € par logement, et on voit déjà l'impact financier. Ça a été évoqué, vous aviez là aussi trouvé une astuce pédagogique et politique pour présenter de manière efficace et faire voter l'ensemble des travaux. Je retiendrai l'affaire du paquet de cigarettes. Bien, donc les limites, là aussi, ce sont les limites des aides publiques, parce que je veux bien entendre qu'il faille que les collectivités financent, mais à un moment, ce sont les impôts, c'est-à-dire la capacité de chacun à participer à cette contribution. Donc il y a nécessité d'avoir un équilibre. Équilibre avec tout de même des conséquences. Nous nous sommes aperçus avec les partenaires que les aides individuelles étaient peu mobilisables, qu'il y avait bien souvent, ça a été dit, mais c'est une constante, c'est une rengaine, c'est un leitmotiv, inéducation des plafonds de ressources ANA avec les niveaux de revenus des propriétaires occupants, parce que parallèlement, les propriétaires occupants sont aussi en voie de paupérisation, et avec naturellement des complexités qui s'ajoutent à la dégradation énergétique, complexités liées à la structure financière de la copropriété par bien souvent une insuffisance de ressources financières pour
aborder dans des conditions sereines la mise à niveau des copropriétés. Des aides collectives qui ne sont pas facilement opérantes. Et donc, la conclusion, c'est que sur les 7 copropriétés, aucune propriété bénéficiaire de l'expérimentation n'a pour l'instant voté les travaux correspondant aux audits réalisés. On voit bien là toute la limite et la limitation de l'exercice. C'est-à-dire qu'on constate une dégradation de la situation énergétique, mais on constate aussi, pareillement, de manière corollaire, que l'absence en fait de ressources financières limite en fait la migration du parc vers des hauts labels. Et toute la difficulté va être justement à terme, à moyen terme, d'arriver à trouver en fait des clés financières qui permettent d'agir dans un contexte où la surface bâtie devra être limitée. On parle encore de sanctuariser les terres agricoles compte tenu en fait de la situation que nous vivons. Et donc, il va falloir que l'on se pose pour chaque copropriété l'opportunité, je dis bien l'opportunité, soit de déconstruire, de reconstruire sur l'existant, soit éventuellement de l'améliorer. Dernier élément, pour ne pas être trop long, dans la situation, la rénovation thermique en perspective, 3 éléments. Naturellement, évolution des dispositifs nationaux dans un contexte absolu de situation budgétaire complexe, avec notamment des déficits à résorber, des enjeux en termes d'ingénierie technique et financière. Je n'évoque pas toute la problématique des secteurs sauvegardés, avec aussi des déports sur la voie publique dans le cadre naturellement du respect des règles d'urbanisme, et la nécessité d'arriver à des clés financières et un partenariat qui permettent de mener à bien l'ensemble des travaux. On voit bien là, on mesure là la tâche complexe à mettre en œuvre pour mener à bien cette politique qui est nécessaire. Alors merci Pierre Prézige pour cette présentation. Ça m'évoque une remarque sur la représentation que peuvent avoir les copropriétaires des sommes à engager dans le cadre de la rénovation et pas seulement de la rénovation énergétique, puisque vous savez qu'il y a aussi les problèmes de mise en conformité des ascenseurs, d'accessibilité qui se surajoutent à cette problématique de rénovation énergétique. Et je vous invite à consulter cet excellent livre. J'ai pas d'acquaintance avec eux. Voilà, Cécile Barnesson et Pierre Olivier, Sauvons les copropriétés, ce qu'il faut changer, avec des constats extrêmement intéressants et des perspectives de solutions. Et justement, en matière de dépenses, de représentation, voilà, des sommes à allouer dans le cadre de ces travaux de rénovation, qui s'étonnent de la notion même de dépenses dans le cadre des appels de charges et qui proposent de passer, de solliciter des notions plutôt d'investissement, d'immobilisation et d'amortissement. Voilà. Donc ça, c'est des questions qu'on pourra réaborder ensuite pour sortir justement dans cette logique de guichet peut-être et de voilà. François Madéi, vous êtes fondateur d'une plateforme de comparaison d'offres liées au certificat d'économie d'énergie. Vous allez nous présenter le service que vous proposez et comment est-ce que vous vous rémunérez aussi, parce que vous êtes aussi une entreprise. Oui, tout à fait. Donc peut-être qu'on peut, je ne sais pas si tout le monde dans la salle connaît les certificats d'économie d'énergie. Peut-être qu'on peut commencer déjà par un bref tour de table. Qui a déjà entendu parler des certificats d'économie d'énergie dans la salle ? Une bonne majorité. Et qui est-ce qui les a déjà utilisés en tant que maître d'ouvrage ? Dizaines de personnes. Voilà. Ok. Donc, juste peut-être une petite introduction rapide sur les certificats d'économie d'énergie. Donc, c'est un dispositif effectivement du gouvernement qui permet notamment aux copropriétaires de faire financer leurs travaux d'efficacité énergétique. Donc, c'est un dispositif qui est relativement... Merci. Donc c'est un dispositif qui est relativement ancien puisqu'il date de 2006 et relativement intéressant puisqu'il permet de financer entre 5 et 40% du montant des travaux de rénovation énergétique. Il y a les travaux qui sont finançables par ce dispositif. Il y en a 250, à peu près, oui 250 qui sont aujourd'hui listés. Ça va bien sûr du remplacement de chaudière, mais jusqu'à l'isolation. Donc il est vraiment intéressant pour les copropriétaires et leurs accompagnants de les connaître pour justement diminuer, on a parlé du temps de retour sur investissement là, d'essayer de diminuer le coût de ces travaux. Donc voilà pour ce dispositif. Alors
juste peut-être comment un copropriétaire peut bénéficier de ce dispositif. D'abord, il doit aller voir ce qu'on appelle les obligés. Donc, les obligés, ce sont les gens qui ont des obligations de quotas de certification d'économie d'énergie. Ce sont en général les producteurs et distributeurs d'énergie au sens large. On parle des gens qui font du gaz, de l'électricité, du carburant, du fioul. Donc, ces gens-là ont des obligations de quotas et ils doivent, je fais court, financer des travaux d'efficacité énergétique, notamment chez les copropriétaires. Donc les copropriétés doivent, en amont des travaux, c'est-à-dire avant la signature de tout devis, aller voir donc ces obligés, donc tous les fournisseurs d'énergie, et leur demander la prime qu'ils peuvent leur verser en contrepartie des certificats d'économie d'énergie. J'insiste sur un point, parce qu'on a beaucoup de cas comme ça. Il est fondamental pour les copropriétaires d'aller voir ces fournisseurs et distributeurs en amont des travaux, avant que tout devis ait été signé. Sinon, vous perdez droit au certificat d'économie d'énergie. S'il y a une chose à retenir sur ce dispositif, c'est celle-là. Par contre, la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment sont versées les primes. Donc, on entend beaucoup de questions. Donc, il faut savoir qu'il y a environ 200 sociétés qui sont prêtes à financer vos travaux aujourd'hui. Donc, 200 obligés, donc des fournisseurs, distributeurs au sens large. Alors, on connaît les plus importants, EDF, GDF, mais il y en a un certain nombre. Il faut savoir que chacune de ces sociétés est complètement libre de la prime qu'elle va vous verser. Chacune de ces sociétés adapte son niveau de prime en fonction de ses coûts, bien sûr, mais aussi du volume de quotas qu'elle a à le faire ou de l'atteinte du quota qu'elle a déjà fait. Donc, il est intéressant pour les copropriétaires de comparer les différentes primes, puisque ces primes, en fait, on le voit, nous, sur cette plateforme de comparaison, sur ce comparateur, varient de 1 à 5. Les primes, alors quand je parle de primes, ce sont des primes financières qui peuvent être versées. Certaines sociétés, notamment des opérateurs de gaz ou d'électricité, vous donnent un crédit de gaz, crédit d'électricité. D'autres opérateurs vont donner, on en a parlé tout à l'heure, un crédit, par exemple, ou un prêt bonifié. Donc il y a vraiment une multitude d'offres qu'il est vraiment nécessaire pour les copropriétaires qu'il est vraiment nécessaire de comparer dans leur intérêt. Donc effectivement, l'idée qui est sous-jacente donc à la plateforme qu'on a créée, c'est de faire un comparateur de toutes ces offres. Donc c'est une plateforme qui est utilisée aujourd'hui par tous les maîtres d'ouvrage professionnels, donc les copropriétés bien sûr, mais également les syndics, beaucoup de bureaux d'études, les collectivités, les CCI. Des organisations aussi, des associations comme l'ANCC par exemple, l'Association nationale des copropriétaires des copropriétés, des ALE ou des espaces info-énergie. Donc l'idée derrière, c'est de pouvoir pour que le fonctionnement de la plateforme est très simple. Le maître d'ouvrage va mettre en ligne son opération. Nous, on va le rappeler dans les 24 heures pour qualifier son opération, s'assurer que l'opération ouvre bien droit au certificat d'économie d'énergie. Et lui estimer la valorisation de la prime qu'il peut atteindre, de lui donner une fourchette. Ensuite, à partir de cette plateforme, une alerte est envoyée à tous les obligés qui vont vous répondre en ligne. Donc le copropriétaire va recevoir ainsi plusieurs propositions d'obligés qu'il va pouvoir librement comparer et choisir. Voilà, donc ça peut être fait bien sûr par le copropriétaire, le conseil syndical ou le syndic ou le bureau d'études. Voilà, donc mode de fonctionnement très simple. En termes de fonctionnement économique de la plateforme est complètement gratuite. Alors quand on a mis en place cette plateforme, on a été voir différents organismes, on a été voir bien sûr l'ADEME, le ministère du Développement durable, et bien sûr les obligés, donc ces gens qui versent les primes. Et eux, ils nous ont dit en fait que notre initiative les intéressait parce qu'en fait la plateforme leur permettait de diminuer leurs frais de prospection et de communication. Effectivement, ces gens-là, dans l'atteinte de leur quota, ils engagent des frais de communication, notamment pour remplir leur quota de certificat d'économie d'énergie. Et donc cette plateforme leur permettait effectivement, puisqu'on qualifiait les projets, on calculait les économies d'énergie, leur diminuer leur coût de prospection. Donc, on a décidé donc que ce soit les obligés qui financent cette plateforme. Donc, la plateforme est complètement gratuite pour les utilisateurs, bureaux d'études et maîtres d'ouvrage.
Voilà. Et donc un dernier point. Donc en général, à partir du moment où le maître d'ouvrage dépose le projet sur la plateforme, il a une réponse des obligés entre 24 et 48 heures. Voilà. Merci. Donc on retient la nécessité de bien engager les négociations avant la réalisation des devis. Hein, si j'ai bien compris. C'est vraiment le point fondamental aujourd'hui à tous les copropriétaires que je voudrais faire passer. C'est si vous avez des travaux de rénovation, comparer les obligés en amont de la signature de tout devis et signer une convention avec eux en amont de la signature de tout devis. Ça, c'est le point fondamental à retenir. D'où la nécessité, là aussi, de planifier, que ce soit en termes de solutions techniques, de choix de hiérarchisation des travaux, que d'élaboration d'un plan de financement. L'anticipation, un maître mot qui revient de façon assez récurrente dans cette problématique de rénovation, et plus particulièrement de rénovation énergétique. Dominique Sevray, vous représentez Planète Surélévation. Alors, écoutez, je vous laisse dérouler votre projet. Vous êtes déjà dans le vif du sujet, mais malgré tous les efforts de mes prédécesseurs pour accompagner, subventionner, financer, eh bien, on va aborder un sujet un petit peu marginal, qui est qu'une requalification, une rénovation énergétique de copropriété peut ne rien coûter. Alors, le pavé est un peu fort dans la mare, mais il y a derrière ça, évidemment, pour les copropriétés qui auront cette forme de droit, on va le détailler, bien la possibilité de financer tout ou partie de ces travaux de rénovation énergétique. Alors, comment ? Simplement en utilisant ce qu'on appelle le droit résiduel à construire. On l'a évoqué tout à l'heure avec Éric Vernat un petit peu, mais sur des situations un petit peu difficiles, où aujourd'hui il n'existe pas d'exemple de cette nature, c'est-à-dire une surélévation ou une extension faite, mais à destination de la rénovation énergétique. Alors, cette démarche-là est évidemment un financement innovant, mais on va voir que les infranchissables, les barrières, les difficultés, et à commencer par la loi, sont multiples. Alors l'équation, elle est simple. Une copropriété, alors l'équation est simple, mais le contenu, vous allez le voir, est lui aussi extrêmement simple. Vous allez construire en extension ou en surélévation de nouveaux lots. Ces lots sont vendus. Le profit de cette vente revient bien sûr à la copropriété et à charge pour elle de financer la construction des nouveaux lots créés et, avec l'excédent réalisé, de financer sa rénovation énergétique. Simplement, cette équation ne marche évidemment que dans les zones où le marché est tendu. Puisque si on situe à peu près à 3 000 € du mètre carré un coût de construction pour ce type de réalisation, évidemment, le delta ne viendra que de la vente sur un marché de mètres carrés à des prix bien supérieurs. Alors évidemment, j'étais un petit peu en réserve d'intervenir dans votre région, mais évidemment, quand on parle de ce sujet-là en Île-de-France, à des prix de mètres carrés qui flirtent entre 8 000 et 12 000 €, avec un coût de construction, là, le pactole est intéressant. Par contre, ce qu'on a évoqué avec Perrine, c'était effectivement que dans votre cas, il y a une disparité très grande, je crois, sur les prix de mètres carrés, selon les endroits dans la ville où on se situe. Ce sont des niches de toute façon, et cette niche commence effectivement par cette situation-là. Alors, l'équation, vous voyez, est simple, et puis le curseur pourra être déplacé. Si l'opération n'est pas suffisante de vente, n'est pas suffisante pour tout financer, et il est toujours possible pour les copropriétaires de remettre au pot pour trouver un équilibre du financement de sa requalification. Alors, une opération de cette nature-là, évidemment, commence par un préalable absolu, c'est de s'assurer de la faisabilité administrative. C'est les cas qu'on a évoqués, et il y a eu beaucoup d'échecs à cause de ça, et ça, c'est un préalable absolu.
que le COS, alors je ne vais pas employer de langage trop technique, mais c'est le coefficient d'occupation des sols, qui est une valeur qui permet de faire un ratio entre votre surface au sol, la surface foncière, et la surface construite. Bon, par exemple, à Paris, je sais que le COS est de 3. Si vous avez un terrain de 300 mètres carrés, enfin, pardon, je ne veux pas vous embrouiller tôt, mais si vous avez une surface de foncier, vous aurez droit à 3 fois cette surface de mètres carrés habitables. Et associé à ça, le PLU, le plan local d'urbanisme, qui lui va plutôt définir des gabarits, des hauteurs, des nombres d'étages selon les régions, enfin la ville est sectorisée ou la commune est sectorisée, et vous devez mettre en correspondance COS, PLU pour être sûr d'avoir des mètres carrés libres et de ne pas entraver les gabarits eux aussi libres. À cette condition-là, vous commencez à faire émerger pour votre copropriété un potentiel. Deuxième aspect des choses, évidemment des garanties techniques. Il faut bien sûr que le bâtiment s'y prête, mais aussi ne pas, évidemment, on se rapproche un petit peu de l'approche audit globale, intégrer dans cette étude-là tous les autres types de rénovation. C'est parfois l'occasion de passer un ascenseur. On est à R+3, on va passer à R+4. C'est l'opportunité de mettre un ascenseur. L'accueil des personnes, la sécurité aussi. Donc, bilan global, et c'est pour ça que dans le BIC, vous allez trouver dès à présent cette petite enclave qui est « Est-ce que ma copropriété ne serait pas apte à se poser cette question ?» Ces étapes-là étant franchies, alors là, on rentre dans à la fois le dur et la délicatesse de ce projet-là, c'est évidemment son côté socio-psychologique, je dirais, parce que pour autant qu'on dise à des copropriétaires « mais tout ça ne va plus rien vous coûter », les réactions parfois sont surprenantes et les sources d'opposition sont aussi toujours présentes. Alors, on a fait la même expérience en fait que toute la démarche qui a été faite par l'accompagnement, pour la démarche d'accompagnement, c'est que c'est un très très long travail d'information et de communication auprès des copropriétaires pour les sensibiliser au phénomène, les amener doucement à réfléchir au-delà de leur veto propre. C'est comme ça que la loi est interprétée actuellement, comme un veto. C'est terrible. De commencer à accepter l'idée qu'on pourrait négocier, que l'on pourrait trouver des terrains d'échange pour satisfaire absolument tout le monde et pouvoir obtenir. Alors je complète là ce qui a été dit ce matin en termes légaux. Le vote se fait évidemment à l'article 26, mais à l'article 25, dans les communes qui ont voté un droit de préemption urbain, en fait, qui ont voté leur PLU et qui ont un droit de préemption urbain, donc on est à l'article 25, mais reste toujours actuellement, et notre association participe aussi à faire changer la loi, parce que c'est un coup près, à l'article 35, on doit avoir l'unanimité des résidents du dernier niveau. Donc ce qui veut dire que si un copropriétaire du dernier niveau, pour des raisons qu'il n'a pas à exprimer, refuse cette opportunité pour l'immeuble, il peut exercer ce droit de veto. Mais de l'expérience qu'on commence à acquérir là-dessus, on s'aperçoit qu'il y a quand même un sacré travail sur les esprits pour les personnes qui sont dans cette situation-là, que de commencer à voir émerger un intérêt collectif face auquel un individu ne pourra pas s'opposer, sauf pour de très très bonnes raisons, et qui sont toujours négociables. Enfin, on l'espère. Alors voilà l'environnement complet d'une opération comme ça. Aujourd'hui, on a juste un exemple. Voilà cet immeuble à Boulogne. Il se trouve que pour faciliter les choses, j'en suis le syndic bénévole, donc je le connais bien, et on a mené à bien cette démarche-là. Aujourd'hui, on est pratiquement à voter. Prochain AG, on doit voter le permis de construire pour pratiquement équilibrer nos travaux, c'est-à-dire on a un potentiel de rentrée de 2 millions d'euros et avec 600 000 euros de construction, donc 1,4 million. Alors attention, ce sont des chiffres à la serpe et puis dans lesquels il va commencer à falloir
rentrer, alors cette fois-ci, dans le dur fiscal essentiellement, et puis logistique. C'est-à-dire que la loi aujourd'hui dit que la copropriété est maître d'ouvrage et vote à l'unanimité une surélévation, mais pour garder son statut de maître d'ouvrage. Bon, ce qui nécessitera toujours d'avoir un apport de toute façon professionnel pour réaliser cette opération. Par contre, dans une copropriété, ça sera toujours le cas dans une copropriété un peu plus volumineuse, on n'aura pas cette majorité, cette unanimité, donc on le votera à l'article 26 ou 25, mais cette fois-ci, la loi dit bien que la copropriété aliène son droit à construire. Donc, alors, sachez qu'aujourd'hui, on a 2 mois d'existence, on commence à rentrer dans le dur de cette logistique-là, ce qui veut dire qu'on se rapproche assez naturellement d'un promoteur, mais aucun promoteur traditionnel n'ira faire une pareille dentelle au sein d'un immeuble. Donc, c'est bien là où il faut qu'il y ait un apport qui soit fait d'une nature un petit peu, une espèce de promoteur Grenelle ou de promoteur qui n'a un caractère copropriété collectif pour gérer une opération de cette nature, qui évidemment profite collectivement à la copropriété. Donc l'association Planète Surélévation est une émanation de Planète Copropriété. On est aujourd'hui plutôt dans la réflexion et on anime 5 sites d'expérimentation. Mais évidemment, on sent bien qu'il va falloir à un moment donné, quand on aura mis à plat toutes les procédures, essentiellement fiscales d'ailleurs, et puis logistiques, qu'on puisse apporter une réponse tangible à une copropriété qui souhaitera mener à bien cette... c'est une belle aventure en tout cas, parce que c'est une aventure de solidarité, c'est une aventure économiquement intéressante, et puis on est dans un geste patrimonial où effectivement, je vous rappellerai la fable du vieux laboureur qui dit à ses enfants, gardez le bien et allez chercher le trésor caché. Mais en fait, le trésor caché, c'est le travail à fournir. Et bien là, on a une belle illustration du travail à fournir par les copropriétaires pour faire émerger un vrai trésor caché dans certaines copropriétés. Voilà. Merci Dominique Sévret pour cette présentation de... vous suscitez des émus là, apparemment. Merci. Merci pour cette présentation donc de mode de financement innovant. Je vais passer la parole à Françoise Rey-Faber. Françoise Rey-Faber, vous êtes fondatrice de la société Vesta Conseil et Finances. Vous accompagnez donc les territoires dans l'étude de services publics de l'efficacité énergétique et vous allez nous parler du projet de société d'économie mixte énergie positive, donc projet qui a été donc monté dans la région Île-de-France en partenariat avec la région Île-de-France. Oui, très bien. Écoutez, je vous remercie de votre invitation. Effectivement, je remplace au pied levé Julien Berthier, qui travaille pour le Conseil régional d'Île-de-France et qui est vraiment à la cheville ouvrière avec ses collègues de ce projet Énergie Positive. Donc, c'est un projet de SEM qui va vraiment naître le 10 janvier prochain, puisque c'est la date de l'Assemblée générale constitutive. Et donc, c'est marqué ici. En fait, cette SEM, elle va avoir plein d'actionnaires. Donc, la région Île-de-France au premier chef, mais aussi 14 ou 15 collectivités, dont la ville de Paris. Et puis, donc, c'est une SEM. Il y a 15% de son actionnariat qui est privé. En l'occurrence, ce sont les groupes Caisse des dépôts et Caisse d'épargne Île-de-France. Donc, en fait, ce que je peux vous proposer, c'est de vous décrire ce projet. Je voudrais le resituer en vous parlant tout d'abord de l'idée du tiers-financement, qui me paraît finalement proposer une synthèse de toutes les choses que j'ai entendues depuis ce début d'après-midi. Donc la première table ronde parlait d'accompagnement et de ce travail long, délicat, pour permettre à une copropriété qui est en fait une assemblée de personnes qui sont là simplement parce qu'ils habitent au même endroit et qui ne sont pas spécialement des professionnels de ce genre de projet,
donc à se lancer dans une rénovation, ce qui suppose d'allier beaucoup de patience et beaucoup de compétences de différents corps de métier. Donc ça c'est la première chose. Ce que j'ai entendu au cours de cette deuxième table ronde, excusez-moi, c'est d'autres éléments qui participent, qui sont des ingrédients du projet du tiers financement. D'abord le volontarisme des collectivités, parce que clairement l'idée du tiers financement, c'est que ce sont aux collectivités de faire, de susciter le chaînon manquant qui aujourd'hui conduit à ce que les projets de rénovation finalement soit ne voient jamais le jour, soit s'arrêtent en chemin. J'ai entendu parler des limites des subventions, parce qu'effectivement, le volontarisme des collectivités, il est d'autant plus important qu'il peut être économe de subventions à distribuer. Et j'ai aussi entendu parler de l'utilisation des certificats d'économie d'énergie et de la surélévation. Alors je pense que le tiers financement, finalement, c'est une idée qui est qu'on peut et qu'on doit renforcer le levier qu'apporte le financement par dette, le crédit, pour donc limiter le recours aux subventions, et avant éventuellement de se lancer dans des choses qui sont tout à fait intéressantes mais plus risquées financièrement, qui sont donc les projets de rénovation ou tout ce qui ressemblerait finalement à des opérations de promotion immobilière. Donc, qu'est-ce que c'est que le chaînon manquant, de mon point de vue? C'est un financement long, aussi long finalement que la durée de vie des travaux. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de 10 ans, 15 ans, comme c'est le cas pour les prêts à taux zéro, mais plutôt 25 ans, et si possible plus. Et donc c'est un financement qui doit porter non seulement sur le montant des travaux, mais aussi prévoir de financer toute cette phase d'accompagnement dont on a parlé, et sans laquelle rien ne se passe de toute façon. Voilà, donc c'est en restant sur ces idées très simples qu'on peut explorer la puissance de cette idée donc, du tiers financement. Je vais y rajouter une chose, c'est que quand on parle de financement, ce qui est bien, c'est d'intégrer quand même dans la manière dont on évalue la possibilité pour les gens de rembourser ce financement, donc de prendre en compte la capacité de financement qui va se libérer grâce aux économies d'énergie. Alors j'ai entendu qu'effectivement c'était pas forcément un calcul arithmétique et que quand les gens avaient la capacité de se chauffer et d'atteindre un meilleur niveau de confort, et c'était quand même bizarre de leur demander de s'en priver pour maximiser ce gisement des économies d'énergie. Mais il n'en reste pas moins que dans un bâtiment bien rénové, cette capacité de générer des économies d'énergie, elle est quand même bien réelle. Et du coup, ce qui compte aussi, et c'est le dernier point qu'il faut, je pense, englober dans le sujet du tiers financement, c'est de prévoir de rester après les travaux, après la mise en place du financement, pour accompagner les usages et montrer aux personnes qu'avec des gestes simples, des idées toutes bêtes, on peut effectivement éviter de gaspiller l'énergie. Voilà, donc ça c'est l'idée de base. Très bien, merci. On va revenir peut-être un peu plus en détail s'il y a j'imagine qu'il y a des questions, parce que ça fait envie. Hein. Renaudon, vous nous présentez le 4 quarts qui est un 5 quarts pour rassembler un peu toutes ces idées. Donc vous voyez là un exemple de dispositif extrêmement innovant avec un partenariat
pourrait dire un partenariat public-privé, parce que au départ c'est un projet issu d'une région, et puis avec l'entrée de capitaux privés et de partenaires privés. Donc voilà un bel exemple, je trouve, de démarche multipartenariale dans une démarche à long terme et systémique depuis la conception jusqu'à l'usage. Donc merci pour votre témoignage. Renaudon. Merci. Donc là, je vais vous présenter très rapidement les ingrédients du plan de financement, parce que là, on a vu des interventions très intéressantes qui montrent différentes approches. Donc, il y en a qui donnent quelques ingrédients. On a vu les aides. Il y en a qui essayent d'être le chef cuistot en essayant de mettre tout ça ensemble. Certains autres tentent des dispositifs innovants. Ça reste pas encore très limpide, tout ça. Hein, c'est normal. Ça se met en état de marche. Donc là, je vais vous présenter juste les 4 grands ingrédients d'un plan de financement, et on les retrouve dans la recette du 4 quarts. Donc, le premier ingrédient, c'est l'indispensable fonds de travaux. Donc ça, c'est mettre de l'argent de côté. Donc ça, tout le monde, généralement, a de l'argent de côté personnellement. Là, l'idée, c'est comment arriver à mettre de l'argent de côté collectivement. Parce que quand on met de l'argent de côté collectivement, ça veut déjà dire qu'on a pensé à faire des travaux collectivement, ce qui n'est pas encore aujourd'hui le cas. Donc c'est psychologiquement très important. Après, c'est sûr que dans les copropriétés leaders où tout le monde, il y a un conseil syndical qui est moteur, avec un syndic qui veut porter un projet, on sait qu'on doit dépenser de l'argent, mais dans la majorité des copropriétés, c'est pas gagné d'avance. Donc c'est nous à l'ARC qu'on milite pour que ça devienne obligatoire, pour que le peloton que le gros des copropriétés ne soit pas handicapé. Donc ensuite, le deuxième quart, c'est la fameuse négociation des certificats d'économie d'énergie. Donc dans le guide, là je présente juste le bout d'un guide, j'ai pas précisé, donc qu'on voit ici, qui est téléchargeable. Donc les certificats d'économie d'énergie, un dispositif qui n'est pas évident à comprendre au premier abord, mais en fait c'est très simple. Donc on a des professionnels comme Enerpro qui peuvent aider, il y en a d'autres. Enerpro, par exemple, sont référencés par l'ARC, avec d'autres acteurs qui permettent d'avoir le maximum de valorisation pour vos travaux d'économie d'énergie. Donc, encore une fois, pour y avoir droit, il faut anticiper avant de voter les travaux. Ensuite, c'est trop tard, ça s'appelle un effet d'aubaine. Ensuite, comment mobiliser des prêts ? Alors, le fameux prêt collectif qu'on attend depuis longtemps. Donc, il y a un décret sur le PTZ collectif qui doit sortir, mais avant ça, on a un décret qui légalise le prêt collectif tout court. Et donc là, c'est avec le ministère de la Justice, le ministère du Logement, c'est de la cuisine interne aussi. Ça va sortir dans les mois qui suivent. On n'a pas d'informations vraiment à ce sujet. On relaie l'information au ministre, on dit que les copropriétaires ne sont pas contents et que ça fait que 2 ans qu'on attend, mais on n'a pas la signature. Et le quatrième quart, donc lui c'est vraiment le quatrième, c'est pas le premier comme on le met toujours, c'est la mobilisation des aides. Aujourd'hui les aides, on a compris que c'était pas facile. Que ça changeait régulièrement, les crédits d'impôt, les aides de l'ANA, il y a différents types d'aides qui dépendent de plein de choses. Et ces aides, on les touche de toute manière après les travaux. Donc les copropriétaires, quand on va voter les travaux, avec le syndic, on vote un échéancier d'appel de fonds, il va falloir sortir les sous. Donc on en tient compte, sachant que ça bouge et que de toute manière, on les aura plus tard. Il faut aussi tenir compte de ça pour pas créer de conflits et de mettre les copropriétaires les plus fragiles en difficulté après les travaux. Et enfin, le 5e quart qu'il faut valoriser, ce sont les économies d'énergie. Là, c'est pas simple à intégrer dans leur marmite, mais il faut quand même y penser, d'où l'intérêt de l'audit. Et le 6e quart, c'est quand même la surélévation. Mais là, il y a quand même des difficultés à surmonter. Mais on a besoin des collectivités publiques là pour nous aider. Donc message aux collectivités, à tous les acteurs, pensez aux copropriétaires quand vous avez besoin de concret, d'expérimenter des choses sur le terrain. Nous, on est toujours là. Donc c'est un guide gratuit et j'en ai quelques-uns là pour ceux qui veulent regarder ça, le prendre. Et on a fait un guide spécial sur le fonds travaux.
parce que c'est assez difficile à mettre en place. Et on voit que, juste pour donner un exemple concret, 80% des copropriétés qui sont gérées par un syndic bénévole ont un fonds travaux. Vous voyez ? Et à peine 5 à 10% des copropriétés gérées par un syndic professionnel ont un fonds travaux. Donc encore une fois, quand c'est de la cuisine interne et qu'il y a de la confiance, on arrive à faire mieux avancer les projets. Et encore une fois, il faut que les copropriétaires soient impliqués pour que ça avance. Voilà, j'en ai fini, merci. Merci Renaudon. Donc nécessité de se construire un matelas financier pour anticiper le vote des travaux et leur réalisation, ou au risque d'avoir des appels de charges trop importants qui risquent de faire échouer le vote en faveur de ces travaux. Voilà, juste pour conclure, c'est aussi le plus important. Là, c'est les ingrédients. Hein. C'est pas le chef cuistot qui va faire la recette. Ici, aujourd'hui, autour de la table, on a la SEM Énergie Positive qui va être créée bientôt, qui se propose d'être le chef cuistot de cette cuisine horrible qui est comment financer les travaux, hein, avec tout ça à mettre dans la moulinette. Aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'on n'a pas beaucoup de chefs de cuistot qui savent bien faire ça. Donc on a les syndics qui essayent tant bien que mal de combler les manques, sachant que le contexte est difficile. Donc là c'est pareil, il y a un métier et c'est pour ça qu'à Planète on labellise, on en a identifié 2 pour l'instant, donc c'est pas mal. Voilà, donc un métier à consolider, à encourager, à reconnaître. Voilà, merci. D'accord, donc merci. Donc un panorama de l'existant, ce avec quoi on peut faire tout de suite, et puis un projet à l'échelle d'une région. Voilà, à bon entendeur. Je vous invite à passer tout de suite aux questions. Questions de la salle. Est-ce qu'il y en a déjà ? Sinon, c'est moi qui les pose. Alors, donc, Antonin va faire passer le micro. Alors, donc, il y avait une question. Oui, c'est pas grave. C'est pas très pratique. Voilà, merci de vous présenter. Question courte, s'il vous plaît, pour avoir un maximum de questions. Alors, Nicolas Efti, je travaille dans un bureau d'études thermiques qui s'appelle Switch. En fait, je me pose une question par rapport aux tiers investisseurs. Vous parliez des durées de financement à 25 ans, alors qu'aujourd'hui, en fait, les ouvrages sont finalement assurés sur 10 ans. Comment on fait pour pallier ces 15 ans qui manquent ? Et du coup, une deuxième question, c'est est-ce que les marchés financiers sont prêts à donner de l'argent finalement ? Est-ce que finalement le marché classique trouve ça suffisamment rentable d'investir dans les économies d'énergie ? Oui, alors en fait la différence entre la durée de l'assurance et la durée du financement n'est pas un souci en soi. C'est ce qu'on retrouve quand on fait des prêts immobiliers, par exemple sur une maison neuve. Donc ça n'est pas un souci. Les 10 premières années de la période décennale sont effectivement le moment où il faut effectivement déceler des défauts et les faire réparer, avec quand même l'idée que normalement au bout de 10 ans on a dû faire le tour des problèmes. Alors le deuxième aspect de votre question, c'est effectivement, je pense que le marché privé, enfin que ce soit du côté des constructeurs ou des financeurs, n'est pas prêt en fait à réaliser cette activité. Et c'est pour cela que le volontarisme des collectivités est important. Les collectivités, finalement, ce sont elles qui sont garantes de l'intérêt général et en matière de lutte contre les dérèglements climatiques et en matière de recherche de meilleure résilience énergétique. Ce sont les bons sponsors de cette idée. Et le pari que fait, par exemple, la région Île-de-France, c'est qu'en créant cette société d'économie mixte, elle va ouvrir la voie, elle va, s'occuper du sale boulot, de défricher toutes les difficultés liées à cette activité qui n'a pas de précédent, et susciter l'intérêt de partenaires privés qui pourront s'engouffrer, espérons-le, dans la brèche. Merci beaucoup. Je vais demander aux personnes qui veulent des guides de ne pas se déplacer maintenant, parce qu'on est dans la séance de questions. Le guide est téléchargeable gratuitement sur le site de l'UNARC en version PDF. Voilà. De toute façon, il n'y en aura pas pour tout le monde. S'il vous plaît.
Merci. Alors, une autre question, je crois qu'il y avait une question là-bas. Oui, monsieur, Oui, merci de vous présenter, s'il vous plaît. Jean-Claude Mittard, je suis président d'un conseil syndical de 240 logements. Alors, j'ai une question et une proposition. La question, on entend dire avec de plus en plus d'insistance depuis un certain temps qu'on s'orienterait vers une pénalisation des logements énergivores. Donc je voudrais savoir ce qu'il en est, parce que ça me paraît d'une part totalement contre-productif et d'autre part c'est en fait une double peine. La proposition maintenant, c'est que je pense qu'on pourrait très utilement transférer les gros avantages fiscaux des lois Sellier et autres sur l'aide aux copropriétés. Ça aurait l'avantage de poursuivre deux buts. D'abord, d'aider des gens qui sont en difficulté, parce qu'il y en a, vous l'avez dit tout à l'heure, et également de contribuer à une recherche pour la nation d'économie d'énergie. Je ne pense pas que ça pourrait vraiment pénaliser le BTP, parce que ce qu'on ne ferait pas en logement neuf, et encore, il faudrait-il le prouver, on le retrouverait sur les travaux à réaliser pour la rénovation thermique. Qui veut répondre, Madame Refaber ou... Alors, donc je suis... je suis d'accord avec ce que vous dites au sujet de la double peine. En même temps, il est important de montrer la voie, et je pense que une des conditions d'émergence de ce qu'on appelle la valeur verte, c'est-à-dire la perspective de contribuer à la valorisation de son propre bien, et en utilisant effectivement l'image du bon laboureur, en travaillant à un projet intelligent pour son chez-soi et pour la copropriété. Il faut quand même qu'on ait la perspective d'une incitation et qui aujourd'hui manque un peu. Donc je pense que ce serait bien effectivement de s'attendre à ce qu'il y ait un peu plus de contraintes, mais pas tout de suite, parce qu'il faut effectivement, en même temps qu'on prévoit la contrainte, proposer aux personnes des moyens concrets et à leur portée de gérer leur projet. Or, aujourd'hui, c'est la croix et la bannière. Donc, obliger des gens à s'engager dans la croix et la bannière et sans outils, c'est pas bien. Voilà. Pas souhaitable. Monsieur Lombard, je vous passe le micro, on entend mieux. Je vais juste répondre sur l'aspect contre-productif de pénalité. Je ne suis pas persuadé de la chose. Nous sommes en France, malheureusement. Et si l'on ne met pas un bâton ou un gendarme, on n'arrive pas forcément là où on voudrait arriver. J'en veux pour preuve les audits énergétiques dont on nous a parlé, dont on a parlé ce matin avec son obligation, mis à part qu'une obligation, oui, mais il n'y a pas de sanction si ce n'est pas fait. Enfin, on m'arrête si je dis des bêtises. Et aujourd'hui, j'ai des copropriétaires qui me disent « je ne vois pas pourquoi on ferait un audit énergétique puisqu'il n'y a pas de sanction s'il n'est pas fait ». Nous sommes en France. Et je crois qu'il faut mettre des bâtons ou des gendarmes si l'on veut arriver à quelque chose. C'est malheureux, je suis 1000 fois d'accord avec vous, mais c'est un constat. Alors moi aussi, on va présenter le point de vue de l'ARC sur la question de l'obligation. Nous, à la fois, on est partisans d'une obligation, mais d'une obligation raisonnable. Après, on sait très bien que là, dans les rouages, ce qui se profile, il n'y aura aucune obligation. Pour deux raisons principales. Le traumatisme des ascenseurs, où on a eu un goulot d'étranglement où les professionnels ne pouvaient pas répondre alors que c'était une filière existante. Et en parlant de filière, c'est donc la deuxième raison, c'est qu'aujourd'hui, la filière de la rénovation, elle ne tient pas encore la route. Donc voilà, tout ce qu'on vous explique sur la labellisation des acteurs, tout ce qui se met en place au niveau des mécanismes, je parle des copropriétés et de l'action de masse, clairement il y a un manque de formation, un manque de compréhension des acteurs. Donc s'il y aurait une obligation aujourd'hui, ça serait la catastrophe à tous les niveaux. Et le gouvernement, personne n'a envie que ça soit la catastrophe. Après, sur les dispositifs Sellier, tout ça,
Là, je vous l'accorde, il y a des choses à voir et on se donne rendez-vous dans 10 ans quand on aura les copropriétés loi Cellier qui auront 10-15 ans et que ça sera horrible parce qu'il n'y a que des bailleurs. Voilà, on les laisse, celles-là, s'écrouler. Ben voilà, 3 réponses à 3 voix. J'aime bien l'idée de résilience énergétique, moi, qu'a proposé Madame Refaber tout à l'heure. Alors, une question ici, et puis encore une question. François Sivardière, donc de l'ALEC à Grenoble. Dans le cas de Car, j'en aurais volontiers rajouté un qui est la valorisation du patrimoine. Parce que c'est un argument, on l'a vu dans la slide, enfin dans une diapositive tout à l'heure. C'est vrai que nous, au niveau de Murmure, on en parle sans trop savoir quoi dire. On sait par la Suisse qu'il y a une valorisation patrimoniale. J'ai presque envie de dire, celui qui revend 5 ans après les travaux, il fait une plus-value à peu près, ou 8 ans. Donc pour moi, c'est aussi un élément important à prendre en ligne de compte. Je ne sais pas si quelqu'un ici a des éléments financiers qui vont au-delà de la prospective ou de la petite étude qui a été, l'étude qui a été faite par l'ADEME, parce qu'on a des chiffrages d'augmentation de valeur patrimoniale qui sont très à la louche et entachés de tellement d'incertitudes que ça ne parle pas du tout, ou très peu. Donc est-ce qu'il y a quelque chose qui a été déjà un petit peu prouvé par des retours d'expérience? Et la deuxième question que j'avais, c'était par rapport au tiers investissement. D'une certaine façon, ce tiers investissement, il se base sur une garantie de résultat. Et la question que je pose, c'est dans la mesure où, à l'heure actuelle, à part un isolant, il n'y en a pas un qui est capable de garantir ses caractéristiques thermiques dans le temps, et pour les fenêtres, c'est à peu près pareil. Comment est-ce que ça peut être jouable? Parce qu'on sait qu'il y a quand même des isolants qui, au bout d'un certain temps, n'ont plus les mêmes caractéristiques thermiques, et que du coup, les passoires énergétiques qu'on avait réparées, elles se retrouvent. Et du coup, on va se retrouver avec des consommations qui vont pas être à la hauteur de ce qui était attendu. Alors merci pour cette question. Ça tombe bien, Didier Château, directeur de la régionale de l'ADEME Bourgogne, est présent, donc il va vous répondre sur la première question. Et puis je me permets de rappeler que la question que vous posez sur la pérennité des isolants et leur performance, la durabilité des performances, renvoie à l'évaluation du degré d'usure du patrimoine plus généralement. Didier Château. Oui, bonjour. Il renvoie effectivement à ce qui manque aujourd'hui dans le bâtiment, qui est un dispositif d'entretien beaucoup plus sérieux et de suivi de la vie du bâtiment. Et ça, c'est un vrai champ d'investigation, c'est de nouveaux métiers, c'est aussi un nouveau modèle économique à imaginer. Je fais le lien avec les 2 questions précédentes sur la valeur verte du bâtiment. Effectivement, il faudrait qu'il y ait un bâton, un système de bonus-malus, un machin comme ça. En France, effectivement, c'est mieux d'avoir ça parce que sinon, l'esprit latin revient au grand galop et on cherche toujours à contourner ce genre de choses. On n'arrive pas à avoir une vraie discipline ou ne serait-ce qu'un comportement qui a un petit peu de bon sens parfois. Le marché, il va s'occuper de ça. Le marché va s'occuper de réguler tout ça. Pas tout de suite, mais quand le prix du kilowattheure ou du gaz va monter, ce qui a commencé, mais ce qui va se poursuivre, les gens, quand ils achèteront un bien, le delta, la qualité énergétique du bâtiment, elle fera partie ce sera une des facettes de la valeur patrimoniale du bâtiment. C'est le marché qui va s'en occuper en premier, et je souhaite que les pouvoirs publics y mettent un petit peu de grain de sel de manière intelligente s'ils y arrivent, parce que c'est effectivement une question un petit peu compliquée. Et puis les pouvoirs publics sont pas toujours très intelligents, il faut le dire. Voilà, ils ont de bonnes idées, mais après dans la mise en œuvre, on se rend bien compte que c'est pas toujours simple. Mais clairement, c'est le marché qui va s'en occuper à terme. Donc, votre investissement aujourd'hui, et c'est ça aussi le discours un peu de responsabilité qui est à tenir aux copropriétaires, c'est pas d'avoir le nez sur le guidon et une vision de rentabilité à court terme. C'est je vis dans un monde fini qui s'appauvrit, qui plus est. Le marché de l'immobilier, personne ne dit qu'on va encore gonfler les prix. La nature, le volume des transactions, il est quand même en train d'en prendre un coup sérieux. Le marché du bâtiment et de l'immobilier en général, mis à part certains coins privilégiés que je ne citerai pas là, mais il est en train quand même de prendre un sérieux coup derrière les oreilles. La valeur
tout ce qui contribuera à maintenir ou à renforcer la valeur du patrimoine, y compris dans cette dimension-là, sera le bienvenu. Parce que sinon, globalement, la courbe, elle va s'arrêter de monter et puis elle va commencer à descendre indéniablement, ce qui est déjà le cas pour une certaine partie des biens immobiliers aujourd'hui. Bien, merci. Alors rapidement, réponse de Madame Rey-Faber et puis réponse de Monsieur Lombard. On prendra une dernière question et on s'acheminera vers la conclusion. Malheureusement, on ne peut pas prendre toutes les questions. D'accord, c'était pour donc répondre à la deuxième partie de la question concernant la garantie de performance énergétique. Alors, le format est court, donc je vais sans doute laisser beaucoup de personnes sur leur faim. La garantie de performance énergétique, elle fait partie de la définition d'un contrat de performance énergétique. Et à titre personnel, je pense que le contrat de performance énergétique n'est pas un cadre qui est réellement adapté à la copropriété parce que ça introduit vraiment des complexités qui sont maîtrisables par des maîtres d'ouvrage professionnels. Et c'est moins vrai pour dans le cas de copropriété ou de manière plus générale dans l'habitat privé. Pour autant, il faut effectivement inspirer confiance et mériter la confiance des maîtres d'ouvrage, donc des copropriétaires de l'Assemblée des copropriétés, sur le fait que les économies seront vraiment là au rendez-vous. Donc je pense qu'une manière de le faire, c'est, comme je le disais, d'être là après les travaux, ou en tout cas de proposer de continuer d'être là après les travaux. C'est une manière de le faire, c'est de proposer un financement où on voit bien qu'on évalue la capacité des gens à rembourser en tenant compte de cette économie d'énergie. Maintenant, si on doit arriver à un niveau de garantie contractuelle qui entraîne ensuite un système de bonus-malus inséré dans le contrat, alors ce qu'on voit, c'est que ça peut être un sujet qui entraîne une certaine méfiance. C'est le cas des CPE, je pense, qui ont été proposés dans les copropriétés, parce qu'on se dit que pour proposer une garantie, disons, sur un niveau fixe, il faut qu'il y ait un certain niveau disons, il faut en garder un certain niveau sous la semelle pour pouvoir assumer cette garantie, alors même que les conditions d'habiter sont quand même à la main des gens et qu'en général, ces contrats de performance énergétique, ils prévoient une instrumentation et des systèmes de contrôle qui sont, qui ont eux-mêmes un coût. Vous voyez, donc tout ça pour vous dire que le sujet de la garantie de performance énergétique, ça fait partie du sujet, du débat, et de voir exactement ce qu'en pensent les copropriétaires. Par exemple, bien souvent dans des copropriétés, notamment avec du chauffage collectif, le jour où on discute des travaux à faire, eh bien, il se trouve que le chauffage, il marche et qu'il y a déjà un contrat de chauffage. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce contrat? Est-ce que pour faire table rase et discuter de relations contractuelles nouvelles, on va intégrer ou casser le contrat? Donc ce sont des choses qui ne sont pas forcément très réalistes. Donc, en conclusion, l'idée, c'est qu'il faut arriver avec plusieurs solutions pour cette idée de comment on détermine les économies d'énergie, et pas une seule, qui serait la garantie de performance énergétique. Merci. Monsieur Lombard, et puis on prendra une dernière question. Merci. Je vais essayer de répondre en partie sur la valorisation du patrimoine et puis apporter une réponse à la réponse. Vous parliez, monsieur, du marché qui fera, qui sera, qui... Non, moi je dis qui est et qui fait actuellement. On a actuellement des arbitrages qui se font sur des appartements qui ont des classifications énergétiques déplorables. Tout de suite, maintenant. Ah yes, c'est passé dans les mœurs. Ça a mis un certain temps, mais aujourd'hui, ça y est. C'est fait. Et puis, comment peut-on constater la valorisation du patrimoine par des économies? C'est assez simple, en tout cas dans un cas, tout le monde peut le faire. Je parle de tous les appartements qui sont en location pour les propriétaires bailleurs. Un locataire va raisonner aujourd'hui en loyer plus charge. C'est normal. Il a une enveloppe financière, loyer plus charge. Si on isole, on dépense moins d'énergie. Si on dépense moins d'énergie, on a moins de charges.
donc le loyer sera plus important. La valeur de l'appartement, c'est en fonction de la rentabilité locative. Donc le loyer augmente, donc la rentabilité locative augmente, donc la valeur du patrimoine augmente. Voilà, ma réponse claire. Une dernière question, peut-être. D'accord. Oui, je suis Claude Lambert, je suis responsable de la commission économie d'énergie dans une copropriété de 250 appartements. Et ma question est la suivante. L'État souhaite accompagner, je crois, 500 000, vous avez dit tout à l'heure, logements dans la rénovation énergétique. Donc je suppose qu'ils vont choisir les bâtiments les plus énergivores. Mais la tentation serait peut-être plutôt de s'orienter sur des copropriétés en difficulté financière. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Et deuxièmement, quel pourra être le type d'accompagnement prévu? Est-ce que quelqu'un sait quelque chose là-dessus? Alors nous, on sait juste qu'on a un grand débat national sur la transition énergétique qui va durer 1 an. Voilà. Ensuite, les copropriétés en difficulté, il y a des actions, donc l'ANA en a parlé. Ça, c'est en cours et ça, on essaie de faire ce qu'on peut avec les moyens du bord, hein, on va dire, parce qu'il y a des copropriétés où c'est vraiment difficile. Il y a des procédures pour permettre déjà d'assister les copropriétés en pré-difficulté, celles qui ont déjà 20% d'impayés, et ça ne marche pas, les dispositifs, hein, juste pour info. Donc déjà, il faut mettre de l'huile dans les rouages. Après, j'ai pas plus de boules de cristal pour... sur les 500 000, on sait bien que les chiffres, c'est les chiffres, et les chiffres annoncés, c'est les chiffres annoncés. Hein. Là, aujourd'hui, quand on reprend les chiffres sur le Grand Dijon, là, il y avait une première expérimentation, c'était déjà 7 copropriétés qui étaient accompagnées. Voilà, on n'en est pas à 500 000 encore, malheureusement. Allez, il y avait une dame qui levait la main, pardon, depuis longtemps. Je vous laisse poser votre question. Et puis ensuite, alors, la dame qui est à la place numéro 89, qui va se présenter. Merci. Oui, je suis Florence Morin, la directrice de Procivis Bourgogne-Sud-Allier. Procivis, actionnaire de référence du crédit immobilier. Et nous avons une convention avec l'État pour faire des missions sociales. Et je voulais ajouter une petite part aux 4 quarts. Les avances de subventions que vous faites, dont les copropriétés ont besoin, nous sommes en capacité de les faire. Alors c'est vrai qu'on est intervenu beaucoup sur des copropriétés dégradées, mais on intervient en accompagnement des aides de l'ADNA et du FART. Donc j'allais dire avis aux copropriétés qui ont besoin de ces financements, ce sont des avances sans intérêt et qui permettent de débloquer les situations. Voilà. D'accord, c'était pas une question, c'était... Voilà, c'était pas une question, je vous coupe, je suis désolée. Je vous invite à prendre les informations après. On va aller... vous prenez la parole, donc prenez-la. Alors, s'il vous plaît, on avait dit des questions. Je vous invite à mettre vos remarques dans La question, c'est, au Vorarlberg, ils sont à facteur 10. Comment on fait, nous, alors qu'on sait qu'il y a 10 ans qu'ils sont au facteur 10, c'est-à-dire qu'ils divisent par 10 les rénovations énergétiques de leur logement, et ils nous disent on a réussi. L'Institut de l'énergie, je suis allé chez eux il y a quelque temps, et ils m'ont dit voilà, on a tout, on peut aller chez vous, vous montrer comment on fait. Donc il y a un exemple, il y a un exemple où ils disent on a réussi. Alors c'est moi qui vais répondre. Là, je vous invite à. J'ai présenté une référence d'ouvrage tout à l'heure qui invite justement à aller voir d'autres modèles étrangers. Il n'y a pas que le Vorarlberg, il y a d'autres choses sur le fonds de travaux. Il y a le Québec aussi qui a fait des choses. Bon voilà. Oui, effectivement, allons voir ce qui se passe ailleurs pour prendre les bonnes choses qu'on peut réutiliser. Voilà. Merci. Je vais inviter Didier Château à me rejoindre à la tribune pour conclure cette journée. On a dépassé de 10 minutes le programme. Didier Château, directeur de l'ADEME Bourgogne, pour la conclusion. Merci. Bien, bonjour à tous et toutes. Je vais faire vite parce que c'est la fin de la journée et la journée a été dense. Quelques mots de remerciement quand même pour tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette réunion, de cette journée, tant les organisateurs, Bourgogne Bâtiment Durable, Bourgogne Énergie Renouvelable, que les participants, les intervenants. Et puis je vais essayer de faire vite autour de 2-3 éléments. Je vais descendre en entonnoir sur la Bourgogne. Je voudrais juste dire un truc que j'aurais voulu dire juste avant, c'est je trouve génial l'idée de NRPro, la plateforme d'échange de certificats d'économie d'énergie, je ne connaissais pas.
Dans ce milieu, je le dirai tout à l'heure, il y a beaucoup de concurrence et il faut faire jouer la concurrence. Voilà, c'est-à-dire qu'on connaît 2-3 grands opérateurs, mais en fait, il y en a 200 et il arrive qu'on ait tout intérêt à faire jouer la concurrence. Toutes les formes d'outils facilitant le recours à cette mise en concurrence et à l'accès à des offres diversifiées est la bienvenue. Le bâtiment, c'est plus seulement une question environnementale, c'est plus seulement une question d'énergie, on l'a bien vu aujourd'hui, c'est une question économique et sociale, et ça ne va pas s'arranger avec le temps. Le prix de l'énergie progressant, les difficultés de ménages voilà, qui se précarisent de plus en plus massivement, nous obligent à trouver des solutions quand même un peu différentes de celles qui ont prévalu jusqu'à maintenant, pas seulement du point de vue financier, mais aussi du point de vue du jeu des acteurs. Les syndics, c'est une carte, syndic qui est gestionnaire de patrimoine, mais syndic en particulier pour les copropriétés, c'est une catégorie sur laquelle on a vite fait de crier haro. Derrière, je voudrais dire simplement que ça ne doit pas masquer les responsabilités de l'ensemble des acteurs de la chaîne, les concepteurs, les programmateurs, les équipes de maîtrise d'ouvrage, de maîtrise d'œuvre, les collectivités, l'État, etc., etc., et les usagers, parce que quand même ils sont un peu au cœur du dispositif, et que le métier de syndic, aujourd'hui, dans cet immense chantier de la rénovation, c'est une chance pour nous, acteurs publics, et pour vous, syndic, c'est une opportunité. Une chance parce que quand on est dans un logement individuel, une maison individuelle, on n'a pas d'intermédiaire. Donc, on a une vraie difficulté à aller vers des milliers, des centaines de milliers de ménages qu'il faudrait prendre individuellement. La copropriété, elle a une interface, et cette interface, dans le cadre de ces préoccupations de rénovation, de ces chantiers où il faut investir, trouver des solutions innovantes, c'est une chance, et c'est une chance pour les syndics et d'une manière générale pour tous les gestionnaires de patrimoine parce qu'il y a une possibilité de diversifier l'offre de services que vous avez. Donc, voilà, on est tous un peu dans le même bateau dans cette affaire, qu'on soit bien clair. On n'est pas là simplement pour donner des leçons, j'ai bien compris, on ne donne pas assez de subventions. Mais bon, on est comme tout le monde, qu'est-ce que vous voulez? Il y a un moment, il faut passer à la diète et voilà, c'est comme ça. On en donne peut-être un peu moins qu'avant, mais enfin, on en a encore un peu. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ça a été très bien dit, chaque cas est un cas particulier. Et c'est une question, même si on a des grandes typologies de bâtiments, des choses comme ça, il n'en demeure pas moins qu'on n'a pas de solution universelle. Moi, je n'y crois pas. Et ça, c'est aussi une opportunité pour des gens qui fournissent des prestations de qualité. Je pense à tout ce qui est diagnostic énergétique, ça a été très bien dit tout à l'heure. Plus le diagnostic il est pertinent, et on est bien placé pour savoir qu'il y en a quand même un certain nombre qui ne le sont pas, voilà. Plus on a des chances de bien commencer le parcours de réhabilitation. 3, l'énergie, c'est un monde d'acteurs compliqué. C'est un monde où il y a énormément d'enjeux économiques. C'est un monde où il y a énormément de lobbies. J'entendais tout à l'heure la personne décrire la situation de sa rénovation de copropriété, disant on n'avait pas remarqué que parmi les copropriétaires, il y en a qui se regardaient le nombril et puis qui pensaient qu'à eux. Voilà. Moi, j'ai d'autres exemples où il y a des copropriétés, où vous avez des gens qui travaillent dans des entreprises, qui travaillent dans le domaine de l'énergie. Je ne vous parle pas de ma copropriété où je travaille pour l'ADEME et où ils savent tous que je travaille. Et du coup, je suis identifié. Le syndic m'aime beaucoup, mais comme je suis sur les déchets, l'énergie et tout, bon, les autres copropriétaires, je pense que je facilite pas forcément toujours le dispositif, mais on a tous des intérêts communs quand on gère une équipe de copropriétaires. Voilà. Et puis vous en avez certains qui travaillent chez l'un, chez l'autre, et puis d'un seul coup vous apercevez qu'effectivement il y a un piège et puis que vous ne l'avez pas vu tout de suite. Je vous conseille d'être extrêmement vigilant, mais vous allez comprendre où je vais en venir par la suite, parce que effectivement ce milieu est un milieu extrêmement redoutable du point de vue de ses influences commerciales.
Dernier constat, il y a moins de fric. Donc, l'appel, on peut tirer la manche de l'État, des collectivités, ça suffit plus aujourd'hui pour s'enquiller des chantiers pareils. On joue plus dans cette cour. C'est en milliards d'euros, ça va prendre des années. Donc, il faut imaginer des solutions innovantes. Alors, des éléments pour... ce que je veux dire par là, c'est qu'on est on est dans un monde qui change et dans une période qui change, où le jeu d'acteurs, il va commencer à changer et où vous, syndics, gestionnaires de patrimoine, nous, acteurs publics, collectivités, on est amenés à revoir nos tablettes, à dire les vieilles solutions, elles ne marchent pas, elles ne sont pas adaptées, donc il faut qu'on en trouve d'autres. Dans le cadre de la réflexion sur la transition énergétique, il y a une notion, un certain nombre d'acteurs le savent, de guichet unique, de conseil, etc. Ce travail dont j'ignore ce qu'il va produire, parce qu'il est un peu compliqué, la discussion est un peu compliquée, et là aussi il y a des luttes d'influence. Moi je l'ai formulé de la manière suivante, c'est que l'enjeu c'est de construire un vrai parcours de service pour le propriétaire, et notamment les copropriétaires. Ça va du conseil à un vrai conseil indépendant, j'insiste, indépendant. Nous, en Bourgogne, on le fait gratuitement. Ce sont nos espaces info-énergie qui le font. Vous avez accès à ce service gratuit. Vous pouvez vous appuyer sur ces espaces info-énergie pour vous conseiller. Mais j'insiste sur le mot indépendant au regard de ce que j'ai dit tout à l'heure. Après, chacun fait ses choix, mais il faut savoir que les choix ont des conséquences et que voilà, il y a des choix qui induisent des solutions qui ne sont pas forcément toujours les plus pertinentes. Deuxième pilier dans le parcours, deuxième étape dans le parcours de service, c'est la qualité des travaux. Ça a été très bien dit. La rénovation, aujourd'hui en France, on a encore de la compétence à acquérir. Les professionnels ont encore beaucoup de compétences à acquérir. Donc, clairement, ça nous oblige à travailler sur des dispositifs de formation plus efficaces qu'ils ne l'étaient, qui n'intégraient pas toujours ces questions d'isolation, d'étanchéité à l'air, etc., d'énergie renouvelable. Bref, de la conception à la livraison, il y a un énorme chantier de qualification des professionnels pour que, en face de la demande, on soit capable de mettre une offre qualifiée, compétente. Ça aussi, ça fait partie du parcours. Et dans les expériences, alors je ne pense pas que dans Positif, dans la SEM Île-de-France, on ait cette partie-là, en tout cas je ne me souviens pas. Mais dans des innovations de ce type, un peu émergentes aujourd'hui, parce qu'il y en a quelques-unes qui commencent à sortir de terre, on a des dispositifs locaux de labellisation, d'accompagnement et de qualification des artisans pour pouvoir fournir aux maîtres d'ouvrage des équipes de professionnels dont on sait qu'elles sont capables de faire des travaux de bonne qualité. 3, il y a la question du financement. Dans le parcours de service, ça c'est là que le bas blesse. Mais le type d'initiative, encore une fois, qu'on a vu là en Île-de-France, est en train, petit à petit, on a quelques exemples qui commencent à émerger de tiers financement. L'idée, c'est effectivement de mobiliser ce qui a été dit, la recette des 4 quarts, là, très bien, ou des 5 quarts même, voilà, peut-être même 6, enfin je ne sais plus combien, mais bon, après, c'est trop après. Mais en tout cas, de mobiliser la palette des solutions disponibles, mais qui aujourd'hui ne sont pas agrégées, managées, mises en cohérence, mobilisées facilement. Aujourd'hui, vous l'avez vu, il y a un chantier qui est en construction, tout n'est pas clair, tout n'est pas foncièrement lisible, tout n'est pas établi, il y a beaucoup d'acteurs là au milieu. Il faut arriver à faire le tri, organiser quand même un peu tout ça, et puis être sûr du service qu'on va rendre, quoi. Mais la question du financement, elle est centrale. Et en fait, pour le cas des copropriétés, encore une fois, je le dis d'expérience vécue, si on n'arrive pas dans un certain nombre de cas, parce qu'il y a copropriété, et copropriété, quand on est sur 200 appartements ou sur des blocs où on a des effets de seuil qui ne s'appliquent pas à des copropriétés de 15 ou 20 appartements, comme c'est parfois le cas, comme il y en a quand même un certain nombre. Et là, le poids de l'investissement qui pèse sur le copropriétaire, il est proportionnellement beaucoup plus important. Donc on a aussi ces différences
où un outil peut correspondre à une situation et pas forcément à une autre, quoi. Hein, toutes les copropriétés ne se ressemblent pas. Donc, dans cette configuration, la solution, enfin, une des solutions qu'il faut arriver à faire émerger, c'est des solutions de préfinancement, c'est-à-dire d'arriver à de prise en charge de l'investissement. On sait que ça peut se faire, pas dans tous les cas, mais dans un certain nombre, et notamment dans les cas les plus critiques, une solution de préfinancement sur une sorte de prêt, hein, mais pas auprès d'une banque en quelque sorte. Hein. Il y a quelqu'un qui avance le montant des travaux et qui va se rémunérer d'une manière ou d'une autre dans la durée auprès des copropriétaires. Voilà. Ça, ce sont des solutions à tester, à imaginer. Je voudrais juste dire un truc sur cette question de la rénovation, parce que ça a été très bien dit par Monsieur Privetich et par quelqu'un d'autre dont je m'excuse, j'ai oublié le nom, mais enfin, par plusieurs personnes qui ont abordé cette question, c'est le niveau d'efficacité des travaux. C'est-à-dire, on voit bien que pour un facteur 2, on arrive relativement facilement à faire le job. Pour un facteur 4, alors là, c'est une autre paire de manches. C'est-à-dire que le delta, on passe de 5, 8 000 euros à 10, 15, 20, 30 000 euros par appartement. Et alors là, là, ça commence à devenir carrément indigeste. Et pourtant, on sait que la rénovation, entre guillemets, dite par étapes, c'est pas le meilleur chemin pour y parvenir. Je le dis, après, il y a des questions d'équilibre, et c'est pour ça que ces solutions de financement, ces solutions innovantes de financement, il faut vraiment qu'on travaille dessus, parce que même si, enfin, plus vous mettez un gros paquet, plus le résultat est visible, il est ressenti par chacun des copropriétaires, et plus ils sont contents d'avoir investi. Si vous faites les choses par petits bouts, à chaque fois, ils auront l'impression qu'on revient à la charge, qu'on revient et que c'est jamais fini et puis que ça coûtera, c'est un puits sans fond. Et au final, le changement est tellement progressif que finalement, ils ne mesurent pas vraiment et ils ne ressentent pas vraiment le changement. C'est ce paradoxe qui est un vrai paradoxe à gérer. Et ça, Et puis le dernier point, le quatrième point, c'est la gestion humaine. Vous l'avez tous très bien dit, notamment les syndics bénévoles ou professionnels. Gérer le facteur humain, c'est depuis tous les temps quand même quelque chose de particulièrement sport. Et ça, dans un certain nombre de cas, je pense qu'il faut imaginer aussi de l'accompagnement sur ce plan-là, c'est-à-dire que l'usager et la gestion humaine de ces usagers, c'est un facteur je pense qu'on maltraite, qu'on sous-traite, qu'on néglige. Et je pense qu'il y a des formations, des choses à imaginer pour faciliter la montée en compétence de cette gestion humaine qui est un facteur clé dans la réussite de la gestion d'une copropriété pour permettre à des gens, parce que là ça renvoie à des qualités humaines, qui ont ce métier de pouvoir l'exercer pleinement. En Bourgogne, et ce sera ma conclusion, on va s'occuper de tout ça, modestement bien sûr. Mais on va quand même essayer de mettre en place cette chaîne de services. Et on a déjà commencé, donc effectivement je parlais de l'échelon conseil, où on va essayer de doper la possibilité pour les copropriétés, notamment à travers les EIE, de disposer de ce conseil gratuit. On va travailler et on continue à aider, même si c'est de moins en moins, les diagnostics. Je le dis quand même parce que c'est une étape clé du chemin à parcourir, et puis que c'est le petit ticket qui permet parfois d'aller plus loin, qui a un effet de levier, même s'il ne suffit pas. On travaille à l'accompagnement des usagers, c'est-à-dire on est une des régions de France où la question des usagers est une vraie question ici, c'est-à-dire on travaille sur des dispositifs d'accompagnement, outils et animation des usagers, c'est-à-dire du dernier échelon, du consommateur. Et on va tester, on va imaginer des solutions un peu innovantes pour pas que vous soyez tout seul ou pas que vous soyez, entre guillemets, que tout cela repose sur vos seules épaules. Animer les usagers ne relève pas simplement de la responsabilité du syndic ou du gestionnaire de la copropriété. Il peut être aussi une préoccupation forte de la collectivité ou des pouvoirs publics pour que les usagers au quotidien apprennent
à faire évoluer leur comportement, à mieux tenir compte, à trouver les bons gestes. Et du coup, on arrive plus à mettre en cohérence les comportements avec des décisions qui ont du mal à venir dans des espaces de copropriété. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sachez qu'on travaille sur cette question et qu'on aura besoin de syndics pour expérimenter ce genre de choses. On travaille évidemment avec le milieu professionnel depuis longtemps pour qualifier ce milieu, le professionnaliser, et on a, avec le Conseil régional, des investissements prévus en termes de plateaux de formation, de systèmes de qualification. Et puis, on aimerait et on va accompagner des gestionnaires de bâtiments, des gens plutôt volontaires, parce qu'on n'aura pas de dispositif guichet. C'est un peu, le mode opératoire change. Ce sera plutôt des appels à projets ou des gens qui ont envie d'expérimenter, plutôt fondés sur le volontariat, pour innover tout azimut, c'est-à-dire imaginer des services complémentaires, travailler avec les concepteurs ou les réalisateurs de travaux. C'est-à-dire ce lien entre l'échelon amont et l'échelon gestion, maintenance dans la durée de vie du bâtiment. Aujourd'hui, il est extrêmement faible, pour ne pas dire inexistant. On pense qu'en reliant dans un certain nombre d'opérations les gens qui réalisent les travaux, sans aller forcément jusqu'à la garantie de résultat, ou ce qu'on appelle les contrats de performance énergétique, qui pour le cas des copropriétés, effectivement, sont des dispositifs un peu lourds, on peut malgré tout établir des coopérations, des contrats, pour que la gestion, l'entretien, la maintenance d'un bâtiment soit un service mieux assuré, que le syndic y soit aidé par des gens dont c'est le métier ou dont ça peut être le métier, qui ont conçu ou qui ont réalisé ou qui vont réaliser des travaux dans la copropriété, et bien d'être un peu plus présent dans la durée. Voilà. Ça fera l'objet d'expérimentation dans les 2-3 années à venir en Bourgogne. Voilà. En gros, on importe, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des choses bien dans d'autres régions ou à l'étranger, et on remercie les défricheurs. On en avait quelques-uns aujourd'hui dans la salle. Et puis on va essayer d'innover notamment sur le service. Et sachez que si vous avez des idées, si vous êtes volontaire, on est vraiment là pour vous accompagner. Encore une fois, on n'est pas riche comme Crésus, mais il y a toujours une solution et un petit peu d'argent pour des gens qui ont envie de tester, d'imaginer des solutions telles qu'elles ont été présentées aujourd'hui. Voilà, j'espère avoir tout dit, ne pas avoir été trop long, et je vous remercie infiniment. Merci pour cette conclusion. J'espère que vous avez apprécié cette journée. Prochain rendez-vous en juin pour la 3e journée technique qui sera consacrée à la gestion énergétique du patrimoine public. Et puis vous pouvez également noter la 4e journée en décembre qui sera consacrée aux bâtiments intelligents et au confort d'usage. Voilà, bonne soirée à tous. Merci de remettre vos badges ainsi que les questionnaires d'évaluation. Je vous le répète, c'est important pour nous. Voilà, en espérant que vous repartez satisfaits et avec des idées de solutions. Voilà, en avant pour la résilience énergétique. Merci.